Oui, bonjour. Voilà, bienvenue à ce webinaire organisé donc par le service 18-19. Donc moi, je m'appelle Catherine, je suis conseillère pour le 18-19. J'ai à mes côtés Ingrid qui travaille chez Hub Brussels dans la cellule urbanisme et environnement. Et donc l'atelier de ce matin est organisé dans le cadre d'une semaine thématique sur la localisation. Donc j'imagine que c'est par ce biais-là que vous êtes inscrit. N'hésitez pas à aller voir les autres ateliers qui ont encore lieu le reste de la semaine. Il y a une partie en digital, une partie en présentiel, et il est toujours possible de vous inscrire s'il y a d'autres ateliers, d'autres workshops qui vous intéressent dans les prochains jours. Alors le 18-19, pour ceux qui ne connaissent pas bien en tout cas ce qu'on fait, donc on a un service régional bruxellois pour informer et orienter tous les porteurs de projets et toutes les entreprises, quelles que soient leurs questions, leur domaine d'activité ou leur stade de développement. Et donc voilà, vous pouvez vraiment nous contacter pour toutes vos interrogations ou pour toutes vos recherches d'infos et d'orientation par rapport à votre projet. Et donc le 18-19, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez joindre et on a également un site internet qui regorge d'informations utiles. Donc ici, on va démarrer la présentation avec Ingrid qui va vous parler plutôt environnement et urbanisme. On fera une courte pause et moi, j'interviendrai dans un second temps pour tout ce qui est plutôt démarche et autorisation en tant que commerçant ou établissement ORECA. Alors, au niveau pratico-pratique, vous pouvez poser vos questions par écrit via un onglet questions qui apparaît dans votre, voilà, dans votre petit menu. Et donc, on fera un moment de questions-réponses à la fin de chacune des deux parties. Mais vous pouvez vraiment poser vos questions par écrit voilà, au fil du webinaire quand elles vous viennent. Et moi, je les compile et je les poserai à Ingrid à la fin de sa première partie. Alors, encore une petite chose, si vous vouliez bien lever votre main virtuelle, comme nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, ça me permet de savoir que tout est OK au niveau technique et que vous nous entendez bien. Donc, il y a une petite main virtuelle que vous pouvez lever et je le verrai chez moi. Super, je vois que la plupart des mains sont levées, donc tout est OK à ce niveau-là. Magnifique. Voilà, mais moi je me mets en sourdine et je vous laisse avec Ingrid tout à l'heure. Hop. Bonjour à tous. Alors voilà, comme dit Catherine, moi je suis Ingrid Everhart. Je travaille à la cellule urbanisme environnement de Hub Brussels. Je mets mon PowerPoint en plein écran. Je vais enlever ceci. Oh, non. Petite question technique à Catherine. Est-ce que ici, le petit onglet que je vois et qui concerne la plateforme du webinaire masque mon PowerPoint ou pas? Non, ça n'apparaît que chez toi en fait. Donc tu Ok, donc peux. tout le monde voit. Enfin, donc mon PowerPoint est bien visible comme ça. Il n'y a pas Ouais, de, il n'est pas le panneau de masqué en configuration partie est différent chez les participants et il peut être déplacé, donc il n'y a Et pas comment de moi je souci. peux le mettre complètement en dehors de mon écran pour pouvoir voir tout à fait mon PowerPoint? Si tu places ta souris au-dessus, je pense que tu peux le déplacer. Alors tu peux Oui. réduire la fenêtre. Ah voilà, mais c'est bon, je vais faire comme ça. Hop. Et maintenant, j'arrive plus à. Euh, Voilà. Ok. Normalement, maintenant tout est bon. Alors, notre cellule accompagne les acteurs économiques bruxellois dans leur démarche en matière d'urbanisme et d'environnement. Donc, concrètement, nous aidons pour l'élaboration des dossiers de demande de permis d'urbanisme et d'environnement. Nous prodiguons toute une série de conseils stratégiques dans ces matières également. À la fin de la petite présentation ici, je vous communiquerai l'adresse mail de notre cellule afin que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Voilà.
Donc voilà, aujourd'hui j'ai pour mission de vous présenter les grandes règles en matière d'urbanisme et d'environnement afin que vous puissiez le plus efficacement possible vous décider sur la localisation de votre future exploitation. Je vais commencer par l'urbanisme. Alors, quelles sont les principales règles du jeu en matière d'urbanisme? Eh bien, il y a des plans et règlements au niveau régional et au niveau communal. Au niveau régional, d'abord, nous avons le règlement régional d'urbanisme qui détermine les caractéristiques des constructions et de leurs abords. Nous avons ensuite le plan régional d'affectation du sol, le PRAS. J'y reviendrai par la suite. Et nous avons également le plan d'aménagement directeur qui concerne l'aménagement d'une zone spécifique au niveau régional. Au niveau communal, il y a les règlements communaux d'urbanisme qui peuvent être soit généraux, soit zonés ou spécifiques. Zonés, c'est-à-dire qu'ils concernent une partie spécifique du territoire communal. Spécifiques, ça va être des règlements qui vont concerner une thématique particulière, comme les enseignes, les antennes paraboliques, etc. Enfin, toujours au niveau communal, on a les plans communaux d'affectation du sol qui, eux, concernent une partie spécifique aussi du territoire communal et qui ont pour objet de préciser le plan régional d'affectation du sol pour cette zone spécifique du territoire communal. Le PRAS, donc le plan régional d'affectation du sol, il a pour objet de diviser le territoire régional en plusieurs zones. Alors on a les zones d'habitat, les zones mixtes, les zones d'industrie urbaine, on a les zones administratives, il y a toute une série de zones et au sein de chacune de ces zones, le PRAS va déterminer quelles sont les différentes fonctions autorisées. Et quand je parle de fonctions, je vise notamment l'industrie, le commerce, les bureaux, le logement, les équipements d'intérêt public, d'intérêt collectif et de service public, pardon. Et pour chacune de ces fonctions, il y aura un seuil maximal qui va être exprimé en mètres carrés pour chacune des zones et donc pour chacune des fonctions. Ah oui, et très important, il est impossible de déroger au PRAS. Donc, si votre projet ne respecte pas les prescriptions du PRAS, il ne pourra pas se concrétiser. Alors, comment déterminer dans quelle zone du PRAS se situe votre projet? Eh bien, il suffit d'aller sur Google, de taper Urban et puis Brugis. Vous allez tomber sur il y a un petit moteur de recherche dans lequel vous allez rentrer votre adresse. Ensuite, en haut à gauche, il y aura une petite map monde et vous allez cliquer sur cette map monde, cliquer ensuite sur Perspective Brussels, puis sur PRAS, puis sur affectation du sol et ensuite affectation complète. Après cela, il y a l'ensemble du zonage qui va apparaître. Et il faudra alors ensuite cocher sur le petit i ici en bas à droite. Et enfin, cliquer sur le bâtiment qui concerne votre projet. Vous allez avoir alors une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va indiquer la zone du PRAS dans lequel s'inscrit votre projet. Par exemple, dans le cas concret ici, c'est en zone d'habitation. Pour être concrète, j'ai pris l'exemple de la zone d'habitation pour un peu vous expliquer comment fonctionne le PRAS. Alors la zone d'habitation, elle est affectée au logement, mais ils sont également admis les activités productives et les équipements d'intérêt collectif pour autant que le projet respecte le seuil de maximum 250 mètres carrés par immeuble. Au niveau des bureaux, le seuil maximal est de 250 mètres carrés par immeuble aussi. Au niveau des commerces,
dans le cas où le bâtiment se situe en dehors d'un liseré de noyau commercial, le seuil maximal sera de 150 mètres carrés par projet et par immeuble, et il devra se situer uniquement au rez-de-chaussée ou au premier étage. Pour les hôtels, c'est maximum 20 chambres. Le PRAS prévoit des possibilités d'augmenter ces seuils pour autant que certaines conditions soient respectées, notamment la demande de permis devra être soumise aux mesures particulières de publicité comme l'enquête publique et la commission de concertation. Ces activités autres que le logement qui sont donc permises en zone d'habitation, eh bien, elles doivent respecter aussi toute une série de conditions générales, notamment elles doivent être compatibles avec le logement et donc elles ne doivent pas mettre en péril la continuité du logement dans cette zone. Elles doivent également, les projets doivent également bien s'intégrer aux constructions et au cadre urbain environnant. Et on ne peut pas porter atteinte aux intérieurs d'îlots non plus. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'exemple de la zone d'habitation, comment s'organise le PRAS en termes de fonctions qui sont autorisées suivant un seuil maximal en termes de mètres carrés. Voilà, ça permet un peu d'illustrer comment tout ça fonctionne. Le PRAS prévoit également des liserés de noyaux commerciaux. Alors les liserés de noyaux commerciaux, c'est les petits rubans bleus. Dans les liserés de noyaux commerciaux, le commerce est favorisé en ce sens que le seuil autorisé pour les mètres carrés de commerce est bien plus important. Donc, en liseré, il y a la possibilité de créer un nouveau commerce ou d'étendre un commerce existant, pour autant, à condition de ne pas dépasser 1000 mètres carrés de superficie plancher de commerce par projet et par immeuble. Il y a une possibilité d'augmenter ces seuils moyennant le respect de certaines conditions, et il faut aussi que le commerce se situe par priorité au rez-de-chaussée. Il y a une possibilité de l'affecter d'affecter aussi le premier étage au commerce, pour autant que les conditions locales le permettent et pour autant que la demande de permis soit soumise aux mesures particulières de publicité, c'est-à-dire enquête publique et commission de concertation. Donc vous voyez ici, eh bien, on passe par exemple, si on passe par exemple à 150 mètres carrés de commerce en zone d'habitat, à un seuil de 1000 mètres carrés si le bien est repris en liseré de noyau commercial. Donc on voit bien que vraiment, voilà, c'est intéressant d'ouvrir un commerce en liseré de noyau commercial parce que il y a plus de possibilités en termes de mètres carrés. Le PRAS institue aussi une certaine protection du logement. C'est l'objet de la prescription 012 du PRAS. C'est-à-dire que il n'est possible de transformer son logement en tout ou en partie pour y installer une autre fonction que dans une liste de cas bien spécifiques. Je prends l'exemple par exemple du commerce. Il est possible en liseré commercial de transformer tout ou partie de son logement en commerce pour autant qu'il soit situé au rez-de-chaussée ou au premier étage. En dehors des liserés commerciaux, il ne sera possible de transformer tout ou partie de son logement en commerce que si le logement occupait déjà un rez-de-chaussée qui est conçu à cet effet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conçu à cet effet? C'est-à-dire, je prends par exemple l'existence déjà d'une certaine vitrine commerciale, l'existence d'un accès au rez-de-chaussée qui est distinct de l'accès aux étages du bâtiment. Donc, en d'autres termes, si vous décidez de transformer votre logement en commerce, il faut, dans ce cas-là, que les travaux, voilà, soient assez limités. Sur base du PRAS, on a la carte des soldes de bureaux admissibles, donc la CASBA, qui a également été mise en place afin de limiter le développement de la fonction bureau dans les zones d'habitat et dans les zones de mixité.
Alors concrètement, cette carte des sols de bureaux admissibles, elle va diviser le territoire bruxellois en une centaine de mailles et dans chacune de ces mailles, elle va prévoir le nombre de mètres carrés de bureaux encore admissibles en zone d'habitat et en zone de mixité. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que recouvre la fonction bureau? Eh bien, le bureau, c'est un local qui est affecté soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant, ou ça peut être aussi un local qui est affecté à l'activité d'une profession libérale, à l'exclusion toutefois des professions médicales et paramédicales. Je pense par exemple au bureau d'avocat, au bureau d'architecte, au géomètre, au comptable, etc. Enfin, un bureau peut également être un local qui est affecté aux activités des entreprises de services intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise de services intellectuels? Eh bien, c'est par exemple un bureau d'études, un bureau de consultance, des ingénieurs, une entreprise qui organise des événements. Il faut également noter que la CASBA s'applique aussi aux activités de production de biens immatériels, comme mais donc c'est donc vraiment des entreprises qui ont pour objet de produire des biens immatériels, comme par exemple les entreprises qui produisent des biens audiovisuels, des logiciels, etc., vont aussi devoir respecter la CASBA et ne pourront s'implanter en zone d'habitat ou en zone de mixité que pour autant qu'il y ait encore des mètres carrés de bureaux disponibles. Alors, comment savoir si le local si la zone dans laquelle vous envisagez d'implanter votre activité eh bien, en fait, dispose d'encore de mètres carrés de bureaux admissibles? Eh bien, il suffit à nouveau d'aller sur Brugis. Donc, à nouveau, vous entrez en haut à droite votre adresse. En haut à gauche, il y a la map monde. Vous cliquez dessus. Vous allez à nouveau sur le petit dossier Perspective Brussels. Ensuite, vous cliquez sur le PRAS, affectation, et puis vous allez pouvoir cliquer sur bureau. Et dans le petit dossier bureau, il suffira de cocher maille. Vous allez alors pouvoir déterminer dans quelle maille vous vous situez. Ensuite, une fois que vous savez cela, vous pouvez aller vous retournez sur Google, vous tapez casba.urban et là, vous allez avoir par commune bruxelloise l'ensemble des mailles différentes et vous allez savoir, ah ben voilà, si je suis située par exemple dans la maille 01 de Anderlecht, eh bien comme dans l'exemple ici, je vois que en zone d'habitat, eh bien il reste 1377 mètres carrés de bureaux disponibles et en zone de mixité, il reste 18 098 mètres carrés de bureaux disponibles. Alors, il existe des exceptions, donc il y a des cas dans lesquels il ne faut pas respecter cette CASBA. Bien notamment les bureaux de moins de 75 mètres carrés ne doivent pas respecter la CASBA. Donc, je prends l'exemple d'un avocat qui déciderait de transformer une partie de son logement pour y installer son bureau et son bureau ferait dans ce cas-là moins de 75 mètres carrés, eh bien, il n'aurait pas à respecter la CASBA. Il existe d'autres exceptions. Voilà, je vous invite peut-être à consulter notre cellule dans le cas dans le cas où vous souhaitez installer du bureau et on pourra vous dire éventuellement si vous trouvez dans l'une ou l'autre des exceptions à l'application de cette CASBA. Après le PRAS, toujours au niveau régional, on a le règlement régional d'urbanisme et donc lui, il fixe donc les prescriptions en matière de construction des bâtiments et d'aménagement de leurs abords. Il y a un titre important du règlement régional d'urbanisme
c'est notamment le titre 6 qui concerne la publicité et les enseignes et qui détermine 4 zones en région de Bruxelles-Capitale: la zone interdite, la zone restreinte, la zone générale et la zone élargie. Alors, les prescriptions en matière d'enseignes sont d'autant plus strictes que l'on se trouve en zone interdite et deviennent de moins en moins strictes, voilà, que l'on va vers la zone élargie. Donc, c'est toujours très important à savoir lorsque vous souhaitez placer une enseigne. Mais voilà, il faut aller prendre connaissance du titre 6 du règlement régional d'urbanisme afin de respecter les prescriptions de ce titre. À côté du règlement régional d'urbanisme, on a les règlements communaux d'urbanisme. Ils peuvent être de plusieurs types. Donc, on a des règlements généraux. Dans ce cas-là, ils vont concerner l'entièreté du territoire communal. Il y a aussi des règlements qui sont zonés, et là, dans ce cas-là, comme je vous l'avais dit en début de séance, ils vont concerner une partie spécifique du territoire communal. Je pense par exemple bien au règlement communal d'urbanisme zoné quartier de l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles. Donc là, voilà, Saint-Gilles a vraiment décidé d'adopter des prescriptions particulières pour le quartier de l'Hôtel de Ville. Il y a aussi le règlement communal d'urbanisme zoné UNESCO qui a été adopté donc par la ville de Bruxelles afin de nouveau aussi d'adopter des prescriptions particulières pour vraiment la zone UNESCO du centre-ville. On a ensuite des règlements communaux d'urbanisme spécifiques qui concernent vraiment une thématique particulière. Par exemple, les enseignes, la fermeture des vitrines commerciales, les antennes paraboliques, etc. Donc, il va être très important lorsque vous choisissez un local où exploiter votre activité, de vous interroger sur l'application d'éventuels règlements communaux d'urbanisme à votre projet, et si c'est le cas, allez les consulter et faire en sorte de les respecter. Alors, contrairement au PRAS, il est possible de déroger au règlement régional d'urbanisme et aux règlements communaux d'urbanisme. Alors, il y a toutefois des conditions à respecter. La dérogation ne pourra porter que sur des prescriptions en matière de volume, d'implantation ou d'esthétique des constructions. Et il faudra motiver votre demande de dérogation, c'est-à-dire qu'il faudra justifier les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas appliquer la règle et donc les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'y déroger. Par ailleurs, la demande de permis dérogatoire sera soumise aux mesures particulières de publicité, à savoir l'enquête publique et la commission de concertation. On en arrive spécifiquement au permis d'urbanisme et d'environnement. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment attirer votre attention sur certains aspects. Tout d'abord, il ne faut pas croire l'agent immobilier ou le propriétaire qui vous dit que tout est en ordre au niveau d'urbanisme et qu'il n'y a aucun permis d'urbanisme à demander. C'est très très rarement le cas. Il faut souvent un permis d'urbanisme pour changer la destination ou l'utilisation des lieux. Ou pour réaliser l'une ou l'autre modification en façade. Il ne faut pas non plus croire qu'on obtient son permis d'urbanisme en un mois. Non, la procédure d'obtention de permis d'urbanisme prend beaucoup plus de temps que ça. Ça peut varier de 6 mois à 1 an. Bref, il est très important de tenir compte de cela dans son plan financier. Il faut le budgétiser. Enfin, il est important de se protéger en prévoyant une clause suspensive, en prévoyant dans son contrat de bail une clause suspensive liée à l'obtention de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité. Cela vous permet, en cas de non-obtention des permis nécessaires à votre exploitation, de vous délier du bail. Et voilà. Et on évite des cas malheureux où où un bail doit être poursuivi alors que l'activité ne peut pas démarrer.
Concernant le permis d'urbanisme, alors le permis d'urbanisme est toujours attaché à un bien. Alors, synthétiquement et schématiquement, les cas dans lesquels il y a 3 cas dans lesquels un permis d'urbanisme est requis. Tout d'abord, lorsqu'on touche à la structure portante du bâtiment, donc c'est-à-dire lorsque on porte atteinte à un mur porteur, par exemple si on veut percer une baie, ou dans le cas où on veut voilà, percer un étage pour y faire monter un escalier, par exemple. Il faut également un permis d'urbanisme lorsqu'on modifie l'aspect architectural du bâtiment. Ça peut être le cas lorsqu'on modifie la vitrine commerciale, lorsqu'on pose une enseigne, lorsqu'on place une cheminée d'évacuation des fumées de la hotte. Voilà, de manière générale, dès qu'on modifie l'aspect architectural du bâtiment, il faut un permis d'urbanisme. Enfin, il faut également un permis d'urbanisme lorsqu'on modifie la destination et l'utilisation des lieux. Alors, qu'est-ce que la destination des lieux? C'est la fonction, et donc la fonction, c'est par exemple les commerces, les logements, les bureaux, les activités productives, etc., qui ont été autorisés dans un bâtiment par un permis d'urbanisme. Donc, lorsqu'on veut modifier la destination d'un bâtiment qui était par exemple du commerce et qu'on veut passer à du bureau, il faut toujours un permis d'urbanisme. Qu'est-ce que l'utilisation? L'utilisation, c'est l'activité précise qui s'exécute dans les lieux. Les changements d'utilisation ne sont pas toujours soumis à permis, ils le sont uniquement lorsqu'ils sont repris dans la liste qui a été dressée par le gouvernement. Je vais prendre l'exemple de la destination commerciale. Au sein d'une destination commerciale, on peut avoir plusieurs types d'utilisation commerciale différentes. Je pense à commerce de chaussures, commerce de vêtements, cinéma, agence bancaire, coiffeur, horeca, discothèque. Tout ça, ce sont des utilisations commerciales. A priori, passer de l'une à l'autre ne nécessite pas de permis, sauf, comme je viens de le dire, si ces utilisations commerciales sont reprises dans la liste dressée par le gouvernement. Alors, quelles sont ces utilisations commerciales qui figurent dans la liste? Eh bien, ce sont celles qui génèrent le plus de nuisances pour le voisinage. Je pense notamment à toutes les activités horeca, aux discothèques, aux commerces de nuit, etc. Alors, il existe toute une série de dispenses de permis d'urbanisme. C'est toujours intéressant de le savoir. N'hésitez pas à nous contacter pour savoir concrètement si dans votre cas, il est possible de bénéficier d'une dispense de permis d'urbanisme ou de formalités procédurales pour pouvoir bénéficier d'une procédure d'obtention de permis d'urbanisme accélérée. J'avais envie de faire un focus particulier sur les enseignes. Donc, je viens de vous dire, en principe, les enseignes constituent des modifications extérieures qui sont soumises à permis. Mais dans certains cas, si l'enseigne respecte certaines conditions, elles sont dispensées de permis. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir être dispensé de permis? Il faut que le bien sur lequel va être apposée l'enseigne ne soit pas protégé d'un point de vue patrimonial, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas classé ou qu'il ne soit pas inscrit sur la liste de sauvegarde. Il faut que le projet d'enseigne soit conforme à l'ensemble des prescriptions, des plans et règlements applicables. Donc, il faut que le projet d'enseigne soit conforme aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme, en matière d'enseigne évidemment, aux prescriptions en matière d'enseigne des éventuels règlements communaux d'urbanisme applicables. S'il y a un éventuel plan en particulier d'affectation du sol qui comporte des prescriptions en matière d'enseigne, eh bien, il faut les respecter aussi. Troisième condition, il faut que le bien ne soit pas situé dans une zone où les enseignes sont interdites.
Et enfin, il faut que le bien ne soit pas situé dans le périmètre de protection d'un bien protégé au niveau du patrimoine. Parce que la plupart, en tout cas, des bâtiments classés disposent vraiment de tout un périmètre de protection autour d'eux. Et voilà. Et si le bien sur lequel vous voulez apposer votre enseigne est situé dans ce périmètre de protection, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du mécanisme de dispense de permis d'urbanisme. Un petit point aussi par rapport au changement de destination et d'utilisation. Pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'on est face à un changement de destination et d'utilisation, il faut déterminer la situation de droit du bien en matière d'urbanisme. Donc, il faut déterminer quelle est la destination et l'utilisation légale du bien. Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Eh bien, dans les anciens permis d'urbanisme qui ont été délivrés pour le bien. Et ces permis, vous pouvez les consulter au service urbanisme de la commune, où se situe le bien, évidemment, ou pour les plus vieux permis, au service archives de la commune. Il est important de toujours bien se renseigner auprès de la commune quant aux modalités de consultation des archives. Elles varient d'une commune à une autre et parfois les conditions sont assez strictes. C'est toujours intéressant d'appeler la commune avant. Comment faire lorsque vous êtes face à la pile de permis d'urbanisme qui ont été délivrés pour le bien concerné par votre exploitation? Eh bien, on cherche le permis d'urbanisme le plus récent qui indique la dernière utilisation et destination du local qui vous intéresse. Pour ce faire, eh bien, on commence par les permis les plus récents. On regarde si le permis concerne le local qui vous intéresse et si il traite de la destination d'utilisation du bien. Si c'est pas le cas, on remonte dans le temps, on prend le second et ainsi de suite. Il faut être conscient que parfois les permis d'urbanisme ne montrent pas tout et pourtant on est valable, et pourtant on est en ordre. Par exemple, les changements d'utilisation et de destination n'étaient pas soumis à permis d'urbanisme avant 1975. Donc, imaginons que nous avons un restaurant qui a ouvert avant 75 et qui est un restaurant depuis avant 75, mais forcément, comme à l'époque, il n'y avait pas de permis d'urbanisme nécessaire pour autoriser cette utilisation de l'espace en restaurant, eh bien, vous n'allez pas trouver de permis d'urbanisme qui autorise cela. Et pourtant, la situation est tout de même tout à fait légale. Je passe au permis d'environnement maintenant. Alors, le permis d'environnement est attaché à un bien et à un exploitant. C'est important de le savoir parce que vous pouvez reprendre le permis d'environnement qui est en cours sur un bâtiment, mais alors il faudra informer l'autorité délivrante de ce permis d'environnement qu'il y a un changement d'exploitant. Donc vraiment, le permis est toujours lié à un bien et à un exploitant. Alors, dans quel cas est-ce qu'il faut un permis d'environnement ? De manière schématique, il faut un permis d'environnement pour exploiter certaines activités. Je pense aux bouchers, aux boulangers, aux menuisiers, aux garagistes. Au-delà d'un certain seuil, toujours, mais il faut un permis d'environnement pour certains dépôts, au-delà d'un certain seuil. Je pense notamment aux dépôts de bois, de produits dangereux, aux dépôts de métaux, aux dépôts de déchets dangereux et non dangereux. Il faut un permis d'environnement également pour l'utilisation de certaines machines, donc les chaudières, les ventilateurs, les compresseurs, les frigos. Voilà, lorsqu'ils dépassent une certaine puissance, vont être soumis à permis d'environnement. Il existe 232 installations classées en région bruxelloise. C'est beaucoup. Donc, c'est très probable que dans le cadre de votre exploitation, un permis d'environnement ou une déclaration d'environnement soit nécessaire.
Alors, à qui demander votre permis d'environnement ou votre déclaration d'environnement? Cela dépend de la classe du permis d'environnement. Alors, pour les permis les moins susceptibles de générer des nuisances, ce sont les permis de classe 2, donc les plus petits permis, et eux, ils doivent être demandés à la commune dans laquelle se situe l'exploitation. Pour les permis de classe 1B et 1A, donc c'est ceux qui sont le plus susceptibles de générer des nuisances, donc les plus gros permis, ils doivent être demandés à Bruxelles Environnement, à savoir l'administration régionale pour l'environnement. Les déclarations, on en a de deux types. On a les déclarations de classe 3 et les déclarations de classe 1D. Les déclarations de classe 3, elles doivent être demandées à la commune et les déclarations de classe 1D doivent être demandées à Bruxelles Environnement. Je vais en terminer par ici. Vous pouvez trouver toute une série d'informations pratiques sur les pages du 18-19 et comme je l'ai mentionné en début de présentation, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en matière d'urbanisme ou d'environnement à l'adresse permit@hub.brussels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Ingrid. Effectivement, n'hésitez pas s'il y a des questions. C'est vrai que c'est des thématiques qui sont assez denses. Attends, je vais juste peut-être faire une petite manip ici. Oh, je ne t'entends pas très bien. Alors, petit arrêt technique. Voilà, mais t'arrêter ton partage d'écran, c'est peut-être plus convivial. Ouais. Super. Donc, ce que je disais, c'est que n'hésitez pas à envoyer vos questions maintenant si vous en avez par rapport à vos cas spécifiques. Si pas, effectivement, recontacter voilà, Ingrid ou l'un de ses collègues via l'adresse Permit, où ils peuvent vraiment vous conseiller et vous orienter par rapport à ces démarches qui peuvent être parfois un peu complexes. Il y avait une question par rapport au replay de l'intervention. Donc, je vous confirme que oui, cette intervention sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du 18-19. Et vous recevrez également les slides des PowerPoint par mail dans les prochains jours. En termes de timing, je vous ai pas précisé qu'on sera plus court que ce qui avait été prévu. Donc, le webinaire, enfin, l'atelier était prévu sur une durée de 2 heures, mais on sera plutôt à une bonne heure. Et donc, s'il n'y a pas de questions qui arrivent par rapport à cette première partie, ben voilà, Ingrid, je te remercie en tout cas pour ton intervention qui était très complexe. Ah ben voilà, je pose la question et du coup, il y en a une qui arrive. On va en profiter puisqu'on a le temps. Ouais. Donc ici, j'ai une question pour toi, Ingrid, qui, pour peut-être réexpliquer très brièvement les démarches à suivre pour l'installation d'une cheminée d'évacuation en cuisine. Oui. Et à partir de quand elle est obligatoire. Donc c'est vrai que c'est une question fréquente pour les ORECA, tout ce qui est hotte et cheminée d'évacuation. Alors, il faut bien distinguer donc l'installation technique, la hotte du conduit d'évacuation. Alors, si le conduit d'évacuation utilise un conduit existant à l'intérieur du bâtiment, il n'y a pas de permis qui est nécessaire. Par contre, si elle n'utilise pas le conduit intérieur du bâtiment, mais qu'il y a une nécessité de poser vraiment une cheminée qui va passer le long de la façade arrière, un permis sera toujours nécessaire et il faut faire attention parce qu'il y a dans les règlements communaux d'urbanisme, il y a parfois des prescriptions très précises en matière de dépassement soit de la corniche, soit du faîte, du toit de la cheminée. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, oui, apparemment ça répond à la question. Alors, on va peut-être attendre encore quelques secondes pour voir s'il y a éventuellement une autre question qui arrive encore maintenant. Ok, ben on va en rester là donc pour cette première partie. Merci Ingrid. Donc je vais partager à mon tour mon PowerPoint.
Ben, du coup, je vais vous quitter ici. Merci Ingrid. Avec Passez plaisir. une Au bonne revoir. journée. À bientôt. Alors, je regarde juste comment vous partagez mon écran sans ce mode présentateur. Euh, alors, les aléas techniques, je pense que là, vous voyez plus rien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, moi je vais enchaîner pendant aussi une petite demi-heure sur tout ce qui est autorisation et obligation pour ouvrir un commerce ou un ORECA. Donc pour ceux qui auraient raté le début de la présentation, donc on organise cet atelier dans le cadre d'une semaine thématique du 18-19. On en organise plusieurs fois sur l'année, hein, des semaines thématiques. Cette fois-ci, on axe vraiment voilà, les workshops et les événements autour du thème de la localisation. Et donc, n'hésitez pas à consulter le programme des prochains jours. Vous pouvez encore tout à fait vous inscrire, que ce soit pour des ateliers en présentiel ou en digital. Alors, pour brièvement parler du 18-19, donc on a un service régional bruxellois qui a pour mission vraiment de vous informer et de vous orienter par rapport à toutes vos démarches et vos questions liées à votre projet d'entreprise ou aussi à votre entreprise existante si c'est le cas. Donc, on a un site internet qui regorge de beaucoup d'informations qui est 1819.brussels et on organise également des événements, des ateliers, des semaines thématiques tout au long de l'année. Alors, comment contacter le 1819? Premièrement, le 1819, c'est un numéro de téléphone qui est joignable tous les jours de 9h à 13h. Vous pouvez également nous envoyer un email, même si le téléphone est généralement plus rapide parce qu'à certaines périodes, surtout en raison de Covid, on a du mal à suivre dans un délai raisonnable les demandes par mail. En dehors du Covid et en dehors de travaux qui se déroulent pour le moment au rez-de-chaussée de notre bâtiment, on a aussi la possibilité de vous recevoir physiquement dans un guichet, à l'Infopoint, mais pour le moment, il est fermé. Et vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter qui est envoyée 2 fois par mois et qui regorge aussi d'informations utiles sur voilà, les actualités économiques, les événements organisés par le 18-19 et par le réseau de partenaires, etc. Donc le site 18-19, voilà comment il se présente. On est également présent sur tous les réseaux sociaux je rappelle aussi la chaîne YouTube du 18-19 qui, depuis 1 an et demi, avec les différents confinements, a pu être alimentée de pas mal de vidéos puisqu'on a basculé tous nos événements en digital. Et donc, il y a pas mal de contenu disponible sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter. Alors ici, je vais faire un petit focus sur une partie en fait de notre guide commerçant. Donc le guide commerçant du 18-19, c'est vraiment toute une partie du site web qu'on a dédié aux commerçants et aux ORECA et qui regroupe vraiment toute l'information spécifique si vous êtes dans ces secteurs-là. Et donc ici, j'ai remis le lien qui sera cliquable, qui vous permettra d'accéder directement vers les bonnes pages sur le site. Au programme ce matin, je vais faire un petit focus sur les points qui sont listés ici. Donc tout ce qui est caisse, autorisation d'ambulants, ramassage de déchets, diffusion de musique, dossier ORECA à constituer auprès des communes, tout ce qui est horaire d'ouverture, les interdictions de fumer, les préventions incendies, les éventuelles taxes communales et tout ce qui a trait aux terrasses ou aux objets posés sur le domaine public. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama de ce matin.
Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un camion publicitaire pour un cirque qui passe dans ma rue. Donc, je vais juste attendre qu'il passe parce que moi, en tout cas, je l'entends très fort. Voilà, donc premier point, c'est tout ce qui concerne les caisses enregistreuses pour l'ORECA. Donc, vous en avez sans doute déjà entendu parler. On parle souvent d'une boîte noire ou d'une boîte blanche, qui en fait est effectivement une obligation pour les ORECA, une obligation qui est liée à la TVA, qui a été mise en place en réalité pour lutter contre la fraude TVA. Et donc pour le contexte, donc il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être qu'il y a une diminution du taux de TVA pour tout ce qui est vente à emporter dans l'ORECA. Donc vous ne payez pas le même taux de TVA si vous consommez sur place ou si vous achetez voilà, la nourriture à emporter. Et en échange de cette diminution du taux TVA, l'administration fiscale a souhaité mettre en place des systèmes plus contrôlants par rapport à la TVA pour lutter contre la fraude fiscale simplement. Et donc, il y a ce système de caisse enregistreuse qui a été mis en place. Je pense que ça date de 2015 ou 2016. Et donc, depuis lors, il y a vraiment l'obligation d'avoir ce SCE. Et donc, le système, c'est à la fois une caisse qui va délivrer un ticket de caisse pour votre client, qui va être lié à la fameuse boîte noire, hein, qui est en contact avec la TVA, et tout ça relié avec une smart card que vous devez commander à titre personnel. Et donc, qui ça concerne? Ben, en gros, ça concerne vraiment tous les assujettis de TVA qui effectuent des prestations de restauration ou de restaurant. Et donc, ça concerne autant la petite restauration, friterie, sandwicherie, snack, etc., que les restaurants, brasseries traditionnels. Ça concerne aussi voilà, les buvettes de clubs sportifs, par exemple. Donc, c'est vraiment quand même assez large. À partir du moment où il y a pour plus de 25 000 euros hors TVA de chiffre d'affaires réalisé sur la vente de nourriture. Et donc, on parle bien hors boisson et hors vente qui serait uniquement en livraison ou emportée. Et donc, ça se base, quand vous démarrez le projet, il faut vraiment vous baser sur votre plan financier et vous demander si vous aurez plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires hors TVA de vente, voilà, de vente de nourriture. Et dans tous les cas, ça se basera sur vos chiffres réels après la première année écoulée. Alors, sur le site du SPF Finance, il y a vraiment des pages dédiées à cette thématique qui reprennent vraiment toutes les infos pratiques, les démarches à faire, etc. Il y a également un autre site, SCE Oreca, qui reprend pas mal d'informations de manière peut-être un peu plus vulgarisée. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que c'est assez coûteux comme système à mettre en place. C'est plusieurs milliers d'euros si vous faites l'achat vraiment du matériel. Il y a aussi des possibilités de location, éventuellement de location avec une option d'achat après quelques mois ou quelques années. Mais en tout cas, il faut vraiment le prévoir dans votre budget si vous démarrez. Et faites attention aussi, si vous n'êtes pas en ordre, les sanctions et les amendes peuvent être très lourdes et peuvent être très élevées. Et pour donner un exemple, par exemple, pour les primes Covid, les ORECA qui n'étaient pas en ordre au niveau de ce système n'ont pas pu bénéficier des primes, des aides liées au Covid. Donc, on ne rigole pas avec ce type d'obligation vis-à-vis de la TVA. Alors, si certains d'entre vous comptent se lancer dans le commerce ambulant, il y a également des démarches à faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un commerçant ambulant? C'est vraiment quelqu'un qui exerce en dehors d'un commerce, d'un lieu physique. Et donc, c'est à la fois les personnes qui vendent, par exemple, sur les marchés ou qui vendent de la nourriture via un food truck. Ça concerne également tout ce qui est activité foraine. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment demander une carte ambulant qui est délivrée par votre guichet d'entreprise. Et pour occuper la voie publique, vous devrez aussi demander une autorisation auprès de la commune. Alors, pour l'occupation de la voie publique, ben, si vous vendez voilà, lors d'un marché qui est déjà en place, c'est généralement l'organisateur du marché qui a cette autorisation et avec qui vous devrez traiter pour payer la redevance. Si vous avez par exemple un food truck ou voilà, une petite échoppe que vous voulez
que vous les disposez sur, enfin que vous les mettez sur la voie publique, pardon. Donc si vous voulez vendre en gros devant une gare ou devant une rue commerçante, etc., sur un trottoir ou une place ou un parc, bah, vous ne pouvez pas le faire sans autorisation de la commune. Et donc ça, il faut vraiment voir commune par commune, en fonction des emplacements que vous souhaitez, vous avez en vue. Bah, il faudra voir ce qui est possible et si c'est autorisé au niveau de la commune. Et donc pour les forains, mais ça c'est des activités assez rares et voilà, je le dis si jamais ça concerne l'un d'entre vous, mais pour les forains, là il y a vraiment une réglementation plus particulière que je ne vais pas détailler ici. Alors, au niveau des déchets, donc en tant que commerçant ou HoReCa, vous avez l'obligation d'avoir un contrat d'enlèvement pour vos déchets. Alors, soit vous souscrivez ce contrat auprès de Bruxelles Propreté, soit auprès d'un opérateur privé qui est enregistré, agréé. Et donc là, il y a toute une liste d'entreprises voilà, qui existent à Bruxelles. Donc, c'est vraiment une obligation, je dirais, quel que soit le volume de vos déchets. Et si vous voulez réduire votre quantité de déchets, que ce soit en termes d'emballage, de packaging ou d'autres consommables que vous utilisez dans votre restaurant, par exemple, que ce soit les pailles, les couverts, ce genre de choses, mais sachez qu'il y a pas mal d'initiatives à Bruxelles. Sur le site de Bruxelles Environnement, il y a vraiment des conseils pratiques, donc des fiches infos qui peuvent vous donner des conseils très faciles pour réduire vos déchets. Il y a également toute une série de liens vers des blogs ou des articles sur le zéro déchet ou sur la réduction des déchets de manière plus globale. Et il y a également un facilitateur zéro déchet que vous pouvez contacter gratuitement et qui peut voilà, vous donner des conseils et des astuces en fonction voilà, de votre activité et de votre projet. Alors, si vous diffusez de la musique, vous avez peut-être déjà entendu parler de la SABAM et de la redevance à payer auprès de cet organisme. Donc, en fait, la SABAM, elle perçoit des droits d'auteur pour la diffusion publique de musique. Et ça permet en fait de rémunérer aussi les auteurs, les compositeurs dont les œuvres sont diffusées dans des lieux commerciaux. Alors faites attention, quand vous diffusez de la musique, elle peut provenir de la télévision, de la radio, d'un CD ou d'un support physique que vous avez acheté, mais pas de plateforme de streaming comme voilà, Spotify ou Deezer pour ne pas les citer, ou même de sites de streaming en ligne, diffusion de musique via YouTube, etc. Tout ça, c'est pas autorisé à des fins commerciales. Donc en fait, vous pouvez pas utiliser ces systèmes-là dans un commerce. C'est d'ailleurs prévu dans les conditions générales que vous signez si vous avez un abonnement auprès de l'un de ces services. Mais voilà, vous pouvez en tout cas diffuser CD, radio, télé sans souci. Il faut simplement faire une déclaration auprès de la SABAM et il y aura une redevance à payer qui est variable en fonction de différents critères. Donc ça, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est assez bien expliqué. Alors faites également attention aux normes anti-bruit si vous diffusez de la musique de manière amplifiée. Donc si vous faites, voilà, dans un HoReCa, si vous diffusez de la musique passer un certain seuil de décibels, passer certaines heures, ou si vous organisez même ponctuellement une braderie, par exemple, avec un événement un peu festif et du son amplifié, voilà, il y a des normes anti-bruit à respecter. Alors, si vous ouvrez un HoReCa, au niveau de la commune, il faudra plus que probablement demander une autorisation d'ouverture et la commune va vous demander de constituer un petit dossier, enfin petit c'est une façon de parler évidemment, en tout cas de constituer un dossier HoReCa pour en gros vérifier que vous avez bien fait toutes les démarches et que vous êtes bien en cours, enfin que soit vous avez déjà les autorisations, soit que vous êtes en cours par rapport aux démarches légales et autres, quoi. Et donc, généralement, ils vont vous demander des copies, voilà, des contrats d'assurance, de la conformité électrique ou gaz du bâtiment. On va vérifier que vous avez bien souscrit un contrat pour l'enlèvement des déchets, ce genre de choses. Et donc là, vous pouvez vraiment contacter le service classe moyenne de la commune dans laquelle vous allez vous installer.
Certaines communes ont même un guichet spécifique pour les commerces et Horeca. Ça dépend un petit peu de votre localisation. Donc ça, c'est purement administratif, c'est quelque part regrouper toutes les démarches et les preuves des démarches que vous avez réalisées vis-à-vis de la commune qui veut s'assurer qu'au moment d'ouvrir, vous serez bien en ordre par rapport à toutes ces autorisations. Alors, par rapport aux horaires d'ouverture, donc ici, ça concerne uniquement le commerce de détail et donc pas les commerces qui offrent des services comme les restaurants, les cafés, les coiffeurs. C'est vraiment les commerces où on achète des biens. Donc là, il y a une loi fédérale qui réglemente les horaires d'ouverture et qui impose notamment un jour de repos hebdomadaire. Donc pour les commerces de jour, il y a vraiment ce repos hebdomadaire et des limitations d'horaires d'ouverture. Et c'est valable aussi pour les commerces de nuit, donc les night shops qui ne peuvent pas ouvrir qui peuvent ouvrir entre 18h et 7h du matin. Alors, il existe des dérogations, que ce soit au niveau des communes ou au niveau donc soit c'est au niveau de la commune qu'il y a vraiment des dérogations, soit c'est parce qu'il y a certaines périodes de l'année qui ne sont pas concernées. On pense notamment aux périodes de soldes, aux périodes de fêtes de fin d'année, ce genre de choses. Il y a également des dérogations pour des zones touristiques. Donc, par exemple, le centre-ville de Bruxelles, en tout cas une partie du centre-ville de Bruxelles, par exemple, n'est pas concerné par ces fermetures, ce repos hebdomadaire, etc. Donc ça, renseignez-vous en fonction de votre localisation s'il existe des exceptions. Et de nouveau, ce sont des compétences, il y a une loi qui est fédérale et ce sont ensuite les communes qui peuvent octroyer des dérogations ou faire des exceptions. Attends, l'interdiction de fumer, ça existe depuis pas mal d'années. Hein, donc voilà, à partir du moment où c'est un lieu public qui est fermé, il y a vraiment une interdiction de fumer. Et donc ça concerne évidemment tous les Horeca, tous les commerces. Dans un Horeca, vous devez d'ailleurs avoir une signalétique obligatoire, donc soit un pictogramme visuel, soit une phrase écrite qui rappelle l'interdiction de fumer. Vos clients peuvent cependant fumer en extérieur, donc sur une terrasse qui a au moins l'un de ses côtés complètement ouvert, ou éventuellement dans un fumoir, avec là des normes en termes de ventilation et certaines conditions spécifiques. C'est quand même assez rare, il me semble, les fumoirs dans les Horeca. Mais voilà, si vous avez envie d'installer ce type de choses, il faut vous renseigner sur les conditions. Alors, en termes de prévention incendie, vous devez avoir une attestation de sécurité incendie pour tous les commerces et Horeca ouverts au public. Et donc là, vous pouvez vous renseigner de nouveau auprès de la commune, mais surtout auprès du service prévention des pompiers. Donc en fait, ce service prévention, vous pouvez tout à fait les contacter en amont de l'ouverture pour vraiment avoir des informations, des conseils par rapport à votre cas particulier, à la taille de votre local, à sa configuration, à ce qui existe déjà, etc. Donc là, vous pouvez recevoir vraiment des conseils pour être sûr d'être aux normes. Et vous devrez ensuite faire une demande de visite. Donc ça se fait via leur site, hein, pompiers.brussels. Là, vous pouvez organiser la visite du service prévention qui viendra contrôler les installations et qui vous donnera cette attestation de sécurité incendie. Donc ça, c'est une démarche vraiment importante à réaliser. Ici, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais vous avez aussi, en termes d'assurance, l'obligation d'avoir une assurance qui couvre tout ce qui est incendie, explosion, et qui couvre en fait les dommages corporels et les dommages que pourraient avoir des tiers. Donc ça, je dirais, c'est l'une des seules assurances vraiment obligatoires si vous ouvrez un commerce ou un Horeca. Donc, ce n'est pas la RC classique, c'est vraiment une RC spécifique incendie. Alors, au niveau taxation, voilà, donc la plupart des communes
exercent une taxation sur les commerces. Après, il y a des cas spécifiques comme les magasins de nuit, les enseignes, ce genre de choses. Généralement, il y a une redevance et donc une taxe à payer sur ce type d'activité. Il y a une liste des taxes communales qui existent en ligne. Là, vous avez le lien dans les slides. Vous pouvez de nouveau également contacter la commune directement pour savoir quelles sont les taxes additionnelles éventuelles au sein de la commune. Alors, tout ce qui est terrasse ou objet sur le domaine public est sujet aussi à une autorisation de la commune. Et donc, les terrasses, c'est uniquement pour les horecas. Donc, c'est pas prévu pour les autres types de commerces. Voilà, avec le Covid, il y a aussi des dérogations qui ont été accordées par rapport à la taille des terrasses et à l'occupation de l'espace public. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose d'assez temporaire et exceptionnel. Et les commerçants qui veulent mettre un petit étalage devant leur commerce ou un chevalet sur le trottoir doivent aussi demander l'autorisation auprès de la commune puisque c'est apposé sur la voie publique. Alors, c'est aussi valable si vous organisez un événement et que vous voulez, de manière exceptionnelle, lors d'un événement, par exemple, des tables à l'extérieur de votre commerce ou des échoppes, etc. Alors voilà, de mon côté, j'ai fait le tour un peu de toutes les autorisations. Comme je le disais, c'est beaucoup d'infos en une fois. On a vraiment ce guide commerçant qui vous permet d'aller revoir et d'avoir une vision plus globale de tous ces points. Et si vous avez des questions à ce stade-ci, évidemment, je peux tout à fait les prendre maintenant. Alors, s'il n'y a pas de questions qui arrivent, c'est que c'était clair et suffisant compte tenu de votre stade d'avancement. Mais voilà, je ne vois pas de questions arriver, donc on va en rester là pour ce matin. Voilà, j'ai un petit message qui me dit que c'était très clair et voilà, je suis contente de l'entendre. C'est un peu perturbant évidemment de faire ce genre d'événement en digital et de ne pas pouvoir échanger directement avec vous. Mais voilà, on a quand même d'autres ateliers en présentiel, donc n'hésitez pas, ça fait une toute autre dynamique quand on peut se voir de visu. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas, au plaisir de vous recroiser à un autre événement du 18-19 et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Bonne matinée, bonne journée, au revoir.